Domiti Kiger a sauté d'un avion plus de 10 000 fois. 2 titres de championne du monde de free fly et 10 records du monde à son actif. Et pourtant, aujourd'hui encore, avant de sauter, elle a parfois le cœur qui s'emballe et les mains moites. Exactement les mêmes symptômes qu'avant de monter sur scène lorsqu'elle donne une conférence. Domiti n'a jamais appris à ne plus avoir peur. Elle a appris à faire avec la peur. Elle a accepté de regarder en face cette question qu'on repousse tous. Où est-ce que je décide de placer le curseur entre jouer la sécurité et vivre à fond ? Un épisode sur la peur de se lancer, l'audace et ce qu'on trouve de l'autre côté quand on décide de sauter quand même. J'ai le plaisir aujourd'hui de te recevoir sur le podcast pour présenter brièvement ton parcours et on aura l'occasion évidemment de rentrer plus en détail au cours de cette conversation. Mais ce qui t'a occupé une bonne partie de ces dernières années, c'est ta carrière de parachutiste. Donc avec 2 titres mondiaux et une dizaine de records du monde à ton actif, ce qui est impressionnant en soi, mais on en parlera après. Visiblement, t'en as pas tout à fait fini avec le parachutisme. On en discutait un tout petit peu avant de commencer à enregistrer. T'as notamment deux projets sur des nouveaux records qui devraient avoir lieu d'ici la fin d'année et courant d'année prochaine. Et à côté de ça, aujourd'hui, t'es conférencière, donc t'interviens auprès de différents publics, d'après ce que j'ai pu voir, aussi bien des gros événements que pour des entreprises aussi dans différents secteurs, sur des thématiques qu'on va pouvoir évoquer ensemble aujourd'hui parce que je pense qu'elles parlent à beaucoup de gens et je suis très très curieux d'avoir ton point de vue et ton opinion sur ces sujets-là. Et puis pour terminer cette présentation succinct, parce que ton parcours, comme je le disais juste avant, il y a plein de choses à raconter. Un projet de livre aussi qui devrait arriver bientôt, que j'ai hâte de découvrir, parce que je suis curieux d'en savoir plus sur tes perspectives, un peu sur les différents sujets qu'on va aborder aujourd'hui. Donc, une discipline qui interpelle. On s'imagine beaucoup de choses quand on pense au parachutisme. Donc, pour être un tout petit peu plus précis, toi, tu as notamment beaucoup fait de free fly, c'est ça? Si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, le free fly. Et donc, pour les gens qui ne connaissent pas ce qu'est le free fly, que comme ça, tout le monde pourra situer un peu de quoi on se parle, si tu devais présenter la discipline en quelques mots, à quoi ça correspond? En gros, c'est une discipline artistique du parachutisme sportif. En para, tu as plein de disciplines différentes que tu peux pratiquer au niveau du posé, pendant la partie sous voile ou pendant la chute libre. Le free fly, c'est pendant la chute libre. Et c'est un peu comme du patinage artistique. C'est Okay. 2 performeurs, un vidéoman, donc équipe de 3. Et tu as des sauts, une compétition, c'est 7 sauts. 5 sauts qui sont des sauts de libre, 2 qui sont des sauts d'imposé. Et tu es noté sur la difficulté technique, le mérite artistique et la qualité d'exécution de ce que tu fais. Donc c'est une chorégraphie en 3 dimensions, en chute libre, où tu vas voler tête en bas, tête en haut, dans des angles, tourner autour les uns des autres. Ok. Voilà. Ouais. Ok. Hyper intéressant. Ça doit être extrêmement exigeant comme discipline. C'est un peu C'est ce que j'allais dire, mécanique de précision, parce que j'imagine que ça laisse assez peu de place à l'approximation. Et surtout, moi, ce qui m'intéressait, je te le disais avant qu'on commence à enregistrer, mais on peut pas parler d'une discipline comme ça sans poser la question du rapport à la peur, déjà dans un premier temps. Et donc, je suis curieux que tu nous parles un petit peu de comment est-ce que ton rapport à la peur a évolué, notamment à travers cette pratique-là. Qu'est-ce que ça t'a appris et quelle est ta position, on va dire, entre guillemets, sur le sujet ou potentiellement quels sont aussi les outils que tu as dû apprendre à manipuler ou que tu as acquises grâce à ta pratique du parachutisme free fly, du coup. La peur, elle fait forcément partie de la pratique, mais ton rapport à elle évolue beaucoup. Entre un premier saut et un 10 millième saut, c'est pas la même chose. Entre un saut à la cool avec tes copains le week-end ou un saut de record du monde, c'est pas la même chose. Donc il y a une gradation, il y a une évolution dans ton rapport, dans ta pratique. Un premier saut, généralement, ça fait très peur. Et puis, je plaisante souvent que la peur, elle monte en même temps que ton avion. C'est-à-dire que Ok. tu montes dans l'avion, déjà, tu fais pas trop le malin, et puis plus l'avion monte, plus tu te liquéfies. Quand la porte s'ouvre, c'est le pompon, tu te dis «Ah, pourquoi je suis là ?» Et par contre, du moment où tu franchis la porte, en tout cas, ça a été vrai pour moi, il y a vraiment un avant-après presque instantané entre une peur super intense et une joie super intense. Donc tu passes de j'ai super peur, boum, je saute, et là je me retrouve dans l'air.
et déjà tu pensais que tu allais sauter dans le vide et t'as pas du tout une sensation de vide. Tu es dans quelque chose qui a vraiment une texture, hein, tu vois, du vent à 200 km/h, c'est dense, t'as pas du tout l'impression d'être dans du rien. C'est comme quand tu mets ta main sur la voiture sur l'autoroute, hein, tu sens vraiment l'air s'écouler, la pression de l'air sur ta main, bah là c'est la même chose sur tout ton corps. Donc cet inconnu qui devient du connu, ce vide qui se révèle être un plein, c'est vraiment un sas entre la flip et le kiff. Et une fois que tu as expérimenté ça, et généralement arrivé au sol, c'est une grande fierté d'avoir réussi à dépasser tes peurs. Donc en fait, l'enjeu d'un premier saut, des premiers sauts, parce que ça prend, moi ça m'a pris plusieurs dizaines de sauts avant de ne plus avoir peur de l'acte de sauter, c'est vraiment ce chemin et cette réalisation que tu peux faire quelque chose malgré ta peur. L'objet, c'est pas de réussir à ne plus avoir peur avant de le faire, parce que ça, dans ce cas-là, tu ne le fais jamais, mais c'est de réussir à faire avec. Alors évidemment, pas n'importe comment, tu sautes pas d'un avion avec un sac à dos, un truc pas prévu pour ça. Tu fais ça, si tu sautes en France avec un moniteur diplômé d'État, d'un avion homologué, avec tu vois, du matos prévu pour. Donc tu as quand même une part de raison qui t'aide à te dire ok, j'ai peur mais je le fais quand même parce que je suis pas en train de faire n'importe quoi. Malgré tout, il n'y a aucun degré de raison, il n'y a aucune accumulation d'informations qui va te permettre de faire disparaître cette peur. Donc, même si tu fais les choses bien, ce moment de bascule, il demande quand même un certain degré de lâcher prise et d'acceptation de l'action dans la peur. Moi, j'ai fait ça à 15 ans pour la première fois. Et ça a été vraiment quelque chose de fondateur dans ma personnalité et dans ma vie derrière. C'est-à-dire que la réalisation que j'étais capable de faire ça, dans ce contexte complètement anecdotique et qui sert à rien, hein, sauter d'un avion, c'est quand même, quand même un peu particulier. Mais en fait, ce moment-là, cette découverte de ça sur moi, de cet environnement-là, de cette activité-là, ça a eu un impact sur ma capacité à faire les choses malgré ma peur. Et ensuite, dans la construction de ma vie, que ce soit des choix personnels, amoureux, professionnels, ça s'est retrouvé. Cette capacité à dire, ok, d'abord je fais quand même mes devoirs, je fais pas n'importe quoi, mais une fois que j'ai fait ce travail intellectuel, ce travail de raison, ce travail de préparation, eh ben, il faut quand même que j'arrive à faire malgré ma peur. Donc la peur, elle est presque essentielle en fait dans ce processus. Et aujourd'hui, plus de 20 ans plus tard, 25 ans plus tard, j'ai plus peur quand je saute comme ça d'un avion. Pour moi, c'est comme sauter du plongeoir et rentrer dans la piscine, quoi. Je rentre dans un élément dans lequel j'aime être, dans lequel je sais me mouvoir efficacement, élégamment. Mais j'ai pas la peur de sauter. Par contre, je vais encore avoir peur, c'est plus un trac de performance avant un saut de record, par exemple. Tu as la porte de l'avion que tu vas bientôt devoir sauter, que tu sais que sur tes épaules repose la responsabilité de tout faire échouer, parce que dans l'exercice, on pourrait y revenir, mais une personne sur 200 peut faire foirer l'ensemble. T'as pas envie que ce soit toi, quoi. Donc en termes de pression et donc de peur de performance, de peur de décevoir, c'est quand même assez intense. Et les symptômes sont les mêmes. T'as le cœur qui s'accélère, t'as la boule au ventre, t'as les mains moites, t'as les pensées qui tournent en rond. Donc, et c'est marrant parce que j'ai les mêmes symptômes avant de monter sur scène aujourd'hui. Quand je fais des conférences, tu dois monter sur scène devant 50, 100, 200, 1500 personnes. Et tu dis, ah, je vais être nul, je vais dire n'importe quoi, je vais tout oublier. Et en fait, c'est les mêmes symptômes. Et ben, avoir appris à faire quelque chose malgré ces symptômes-là, dans le cadre du parachutisme, aujourd'hui, ça m'aide à le faire dans le cadre de la conférence et dans plein d'autres circonstances aussi. Donc c'est un compagnon. Hyper intéressant. Que t'apprends à apprivoiser. J'aime beaucoup cette idée. La première chose qui me vient par rapport à tout ce que tu as évoqué là, c'était le rapport entre la peur et la joie, que je trouve intéressant parce que on le formule rarement comme ça. En tout cas, je trouve que c'est pas quelque chose qui est exprimé aussi clairement de dire. Et la question que j'avais pour toi, c'est est-ce que tu as le sentiment qu'il y a une forme de proportionnalité entre guillemets? Plus j'ai peur enfin, quand j'arrive à agir malgré le fait que j'ai peur, plus j'avais peur avant, plus je ressens de la joie après. Absolument. C'est vraiment le mot que tu as utilisé de proportionnalité. Pour moi, c'est vraiment exactement ça. C'est que plus j'ai eu peur, plus je suis heureuse et plus je suis fière. Donc une petite peur, quand tu la dépasses, tu es un peu content de l'avoir fait. Une grosse peur, quand tu la dépasses, tu es vraiment très très content de l'avoir fait. Après, je ne sais pas si c'est quelque chose qui est étudié scientifiquement et si c'est la même chose chez tout le monde. En tout cas, chez moi, c'est très très vrai. Il y a vraiment une proportionnalité.
Hmm. Et la deuxième chose que je trouvais intéressante, alors il y avait plein de fils à tirer dans ce que tu as évoqué, mais je trouvais ça intéressant dans la partie essayer de comprendre pourquoi j'ai peur, de distinguer ce qui est lié au fait que je ne connais pas le contexte, et donc j'ai peur de l'inconnu, versus c'est lié aux enjeux. Donc c'est-à-dire qu'il y a faire quelque chose que j'ai jamais fait avant, et il y a faire quelque chose que j'ai déjà fait avant, mais il y a un contexte et des enjeux qui font que je ressens quand même une forme d'appréhension. Mm. Est-ce que, d'après toi, ou en tout cas dans ton expérience, tu gères ces situations de la même façon, ou est-ce que, en fonction de l'origine de la peur, ça peut appeler ou ça peut amener à mettre en place des stratégies un peu différentes, entre guillemets, pour gérer ces différents cas de figure? Alors, je suis déjà complètement d'accord avec ce que tu décris. C'est pas toujours la même chose. Euh, je pense que quand c'est la peur de l'inconnu, euh, il y a simplement une question d'accepter ce fait-là et de te dire que ça ne disparaîtra qu'avec l'expérience. Donc c'est un Hmm. pas puis un autre que tu répètes et tu finis par passer d'un statut de découverte et de débutant à un statut plus expérimenté. Dans le cadre du parachutisme en particulier, c'est un sport qui véhicule énormément d'idées reçues, une profonde méconnaissance de la réalité à la fois de l'action, qu'est-ce qu'on va faire concrètement, Hmm. comment ça marche un parachute, qu'est-ce qu'il y a en place comme mesure de sécurité. La plupart des gens n'ont aucune idée de tout ça, donc quand tu le fais pour la première fois, tu es forcément un peu inquiet parce que tu ne sais pas. Euh, et au-delà de ça, quand tu commences à avoir quelques sauts, là, tu as une meilleure compréhension et il y a effectivement des points de danger. Mais généralement, la peur diminue parce que tu as cet élément d'inconnu qui disparaît. C'est pour ça que la plupart des gens arrêtent d'avoir peur de sauter. C'est parce qu'en fait, tu comprends ton environnement, tu comprends comment ça marche, tu comprends la réalité statistique de la dangerosité aussi, qui est très différente de l'image qu'on peut en avoir. Et tout ça, ça contribue à faire descendre cette pression. Mais quand moi, la peur réapparaît, euh, encore une fois, c'est une peur de performance. C'est plus une peur de sauter. C'est quand tu fais un saut de record, mais un saut de compétition, un saut de démonstration, où tu dois te poser sur un petit endroit devant du public. Ou... Ouais, c'est la peur de te chier, en fait. Ah, bien sûr. C'est pas la peur de mourir. Tu vois, cette peur un peu irrationnelle que tu as quand tu fais ton premier saut, où tu te dis mon cœur va s'arrêter de battre ou mon parachute va pas s'ouvrir. En fait, ça c'est deux choses qui n'arrivent pas. Enfin, si le premier s'ouvre pas bien, t'en as un deuxième, quoi. Donc, en fait, tu sors de l'irrationalité. Et après, tu peux avoir une peur rationnelle de oui, tu peux te trouer, tu peux ne pas performer, et du coup, tu vas devoir vivre avec les conséquences terribles pour ton ego. Pour Euh, ton ego, point ouais, important à c'est mentionner. important. Après, c'est un sujet qui est complexe parce que même si c'est un sport qui est beaucoup moins dangereux que ça n'en a l'air, moi, j'aime bien dire que c'est le meilleur rapport risque-intensité que j'ai trouvé sur la planète. C'est-à-dire qu'en termes d'intensité, on est clairement très en haut. Intensité d'émotion, de sensation, de connexion avec une communauté, d'activité. Donc l'intensité, pas de souci, elle est au rendez-vous. Et alors qu'en fait, le risque est beaucoup plus faible que l'image qu'on en a. Cela dit, ça reste pas du ping-pong. J'ai pas les stats des morts en ping-pong, mais euh, Ils doivent pas être très nombreux, je pense. ils doivent pas être très nombreux, ouais. Euh, donc c'est un sport qui est moins dangereux que plein de sports mainstream. Tu vois, alors pas dans l'absolu évidemment vu qu'on n'est pas très nombreux, mais rapporté au nombre de pratiquants que par exemple l'équitation ou le ski. Tu vois, en termes d'accidents mortels ou d'accidents handicapants, en fait le parachutisme est bien moins dangereux statistiquement que ces sports-là, qui pourtant n'ont pas dans l'imaginaire collectif le même niveau de dangerosité. Cela dit, tu peux mourir en faisant du parachutisme. Donc Mm. c'est quand même une réalité, mais je crois que c'est une réalité qui est pas très présente dans ton esprit. En fait, c'est un peu, alors c'est à la fois un biais cognitif et en même temps un contrat avec toi-même. Enfin, tu vois, si à chaque saut tu te dis, je pense que je vais mourir,
c'est pas un sport que tu fais très longtemps. Tu vois, tu vas faire quelques sauts, mais tu vas arrêter rapidement parce que c'est invivable. Enfin, c'est pas agréable d'être dans cet état émotionnel c'est même plus de la peur à ce niveau-là, tu vois, de panique presque. Ça sert à rien, ça reste une pratique de loisir. Enfin, moi j'en ai fait mon métier, mais ça, c'est censé quand même être quelque chose qui te fait plaisir. Donc, si tu es dans la terreur permanente, vaut mieux aller faire autre chose. Ça correspond pas forcément à tous les tempéraments. Mais voilà, il n'y a pas de risque zéro, donc c'est un choix de placement de curseur, qui est un peu l'objet du livre que je suis en train d'écrire aujourd'hui. Où est-ce qu'on place son curseur en fonction de qui l'on est, de son histoire, de tout un tas de facteurs. Ouais, c'est hyper intéressant. Euh, Quand je t'écoutais parler, ce qui me venait, c'était peut-être aussi la distinction, et je serais curieux d'avoir ton retour là-dessus, mais euh, quand on parle de la peur qui est motivée par l'inconnu, alors il y a évidemment rien qui remplacera l'expérience, donc c'est-à-dire j'ai vécu la chose en direct et donc je suis vraiment en capacité de me représenter ce que ça veut dire dans toutes ces dimensions, mais j'imagine aussi, et tu l'as mentionné rapidement tout à l'heure, que quand tu disais travail de préparation, de recherche, qui peut permettre soit de préciser l'évaluation du risque, soit de commencer aussi à enlever une partie de cet inconnu-là, parce que à travers le travail de recherche, c'est ce que je vais apprendre de la discipline ou le projet dans lequel je me lance, ça peut venir potentiellement répondre à des questions, des appréhensions, des interrogations que je pourrais avoir. Et donc déjà en levant le voile sur une partie de ce truc-là, ça vient faire diminuer une partie de la peur, en tout cas, versus les choses qui sont plus liées à des angoisses de la performance. Et donc je fais quelque chose que j'ai déjà fait, je le fais dans un contexte différent avec des enjeux qui sont différents. Et là, je me posais la question de savoir dans quelle mesure est-ce que tu t'appuies sur des outils, pour en avoir déjà parlé avec des précédents invités du podcast, mais du coup, je suis curieux de savoir si c'est quelque chose que tu utilises, comme par exemple la visualisation ou des techniques de conditionnement, où du coup, tu t'essayes, avec les outils que tu peux avoir, de te mettre dans un état qui est le plus optimal possible par rapport à la performance que tu vas devoir délivrer derrière. Et donc, d'avoir un peu ton point de vue sur, effectivement, la nécessité de faire des recherches, jusqu'à quel point, à quel moment ça arrête d'être efficace et quelles sont les natures de sujets que ça viendra pas résoudre, et aussi l'utilisation que tu pourrais avoir de techniques je parlais de conditionnement, je sais pas si c'est le bon mot, mais de techniques de conditionnement que tu pourrais éventuellement Ouais, de utiliser prépa par ailleurs. mentale, tout Ouais. simplement. Alors, clairement, l'action, c'est important. Et je sais plus qui a dit ça, mais la peur disparaît pas en pensant, elle disparaît en agissant. C'est-à-dire que tu peux rester assis sur ta chaise pendant des heures à essayer de réfléchir à comment tu ne vas plus avoir peur d'un truc. Il y a peu de chances que ça marche. Même probablement, ça va faire l'effet complètement inverse. Donc l'expérience, évidemment, est importante. Mais cela dit, on utilise en parachutisme énormément de méthodes de prépa mentale. Il y a une phrase, pas vraiment une légende urbaine, mais dans le parachutisme, on dit que c'est un sport qui est à 90% dans le mental. Tu vois, c'est 10% de physique, 90% dans la tête. Bon, je sais pas si c'est très scientifique comme mesure, mais en tout cas, l'idée est vraiment là. Et alors, la visualisation, évidemment, surtout qu'on fait un sport qui est très court. Une chute libre, c'est à peu près 1 minute. Moi, dans mes grosses années en équipe de France, mes plus grosses journées d'entraînement, elles devaient faire 15 sauts dans la journée. Tu passes ta journée du lever au coucher du soleil et tu as fait 15 sauts, 15 minutes de pratique sportive. C'est quand même pas des masses. Cool. Donc, Donc du coup, la visualisation, c'est un outil super important. Au-delà de la gestion de la peur, de la gestion de l'émotion, c'est presque entraîner des schémas moteurs, te rappeler d'enchaînements. Mais évidemment, la composante émotionnelle fait partie de cette visualisation. Donc, visualiser, c'est pas juste fermer les yeux et réussir à voir quelque chose, qui déjà n'est pas simple à faire. Moi, ça m'a pris du temps, des mois et des mois avant de le faire efficacement. Mais donc être capable de visualiser, d'ajouter le plus d'éléments sensoriels possibles, olfactifs, sonores, de toucher, et puis d'état émotionnel. Dans quel état je suis ? Quels sont les symptômes quand je suis dans cet état-là et qu'est-ce que je peux faire pour les diminuer. Tu peux jamais vraiment faire disparaître un symptôme de la peur, ton cœur qui bat super vite, ta respiration un peu plus légère. Tu vas pas revenir complètement à une base neutre, à la cool, comme si tu étais dans ton canapé. Par contre, tu peux quand même faire redescendre un peu tout ça pour arriver dans une zone qui soit
confortable. Alors, pas confortable au sens pépouze, mais gérable, en tout cas. Et donc ça, c'est des techniques de respiration. C'est des trucs classiques et tout basiques, hein, mais des expirations un petit peu plus longues que des inspirations, quelque chose de contrôlé sur un timing, justement une concentration sur ça, donc te recentrer un peu sur ton corps. Et puis ensuite, mentalement, réussir à identifier, avoir des ancrages sur des états émotionnels. Donc ça, c'est des trucs que tu travailles, on va dire, en amont et que tu vas utiliser quand tu es dans l'avion juste avant de sauter. Donc il y a toute une panoplie de méthodes de prépa mentale qui sont extrêmement utilisées en parachutisme. Parce que finalement, c'est notre tête, c'est notre outil principal dans ce sport. Moi, la façon dont je réagis juste à ce que tu disais sur une grosse journée de pratique. C'est 15 minutes effectifs passées à sauter et à répéter je sens pas le bon mot, mais les chorégraphies qu'on va faire le jour J. Et en ça, je trouve que la visualisation, effectivement, elle est intéressante parce que ça te permet d'avoir plus de répétitions, entre guillemets. Exactement. À défaut de pouvoir le faire en vrai, du coup, ça te permet de continuer à essayer d'intégrer, comme tu le disais, on va dire les éléments clés de ta performance. Pour avoir essayé de le faire moi sur différents sujets et dans d'autres contextes, je suis d'accord avec toi que c'est extrêmement compliqué et réussir à reproduire ou simuler l'état émotionnel est quand même très très dur. Hein. Et pour autant, je pense que alors ça dépend évidemment de l'objectif dans lequel tu fais, mais à mon sens, le gros de la valeur, il est aussi là parce que ce qui, je pense, peut interférer le plus avec ta capacité à performer, c'est justement cet état émotionnel et tout ce que ça peut venir créer comme blocage ou comme bruit parasite qui t'empêche d'être complètement présent et concentré le jour J. Absolument. Quoi. Et tu vois, moi, dans l'exercice des records de grande formation, qui est vraiment ce qui m'occupe principalement depuis plus d'une douzaine d'années maintenant et aujourd'hui encore, c'est ça mon plus grand défi. Tu vois, quand j'ai 100 personnes qui doivent réaliser donc ces grandes figures accrochées en chute libre, et battre un record, ça veut dire faire un saut avec plus de personnes que le record précédent. Et pour qu'un record soit validé, il faut que l'intégralité des membres de l'équipe soit à leur place. Donc si on a un 80 à battre, qu'on monte avec 100 personnes, si on a 99 accrochés mais qu'il en manque un, c'est pas bon, il faut y retourner, ça valide pas le record. Même si 99, c'est beaucoup plus que 80. Donc ça veut dire que sur les épaules de chacun repose la co-responsabilité du succès ou de l'échec. Donc là, en termes de gestion de stress, c'est vraiment l'essentiel. Parce qu'en fait, quelqu'un qui va avoir un bon niveau technique, mais qui va paniquer, perdre sa capacité de concentration et d'efficacité, qui va laisser ses émotions le parasiter, et ben ça va faire échouer l'ensemble. Donc c'est un des enjeux de cet exercice. Moi, en tant que leader, qu'est-ce que je mets en place pour faire en sorte que chaque membre de mon équipe soit capable de performer malgré cette immense pression. Ok. Sachant que, et ça je pense que c'est un point important à relever aussi, ça a été beaucoup étudié et prouvé, hein, c'est que les émotions sont contagieuses. Donc j'imagine encore plus dans un contexte comme celui-ci, il suffit qu'il y ait une ou deux personnes qui commencent justement à monter un peu en pression et à potentiellement perdre un peu leurs moyens pour que ça puisse, entre guillemets, on parle nous littéralement de contagion émotionnelle. Et c'est soit dans le stress, soit parfois dans le cynisme ou la négativité, soit parfois ça peut être un cercle vertueux aussi dans l'espoir, la croyance, la fierté d'appartenance, où ça aussi c'est contagieux, ça se répand et c'est un vecteur de performance. Donc dans un sens positif comme dans l'autre négatif, c'est quelque chose qui est vraiment au cœur de cet exercice collectif des records. Justement, ça faisait partie des sujets sur lesquels je voulais échanger avec toi, parce que je sais que dans le cadre des interventions que tu peux être amené à faire, il y a notamment cette thématique du leadership aussi qui revient assez souvent. Et donc, je serais curieux que tu nous expliques un petit peu quand tu es amené à faire ce genre d'exercice, et donc à emmener avec toi et coordonner des dizaines de personnes sur un exercice comme celui-là. Est-ce qu'il y a des outils en particulier sur lesquels tu t'appuies, justement pour soit les mettre en bonne condition avant d'y aller, ou deux, dans l'hypothèse où il y aura des choses comme des situations comme celle qu'on vient d'évoquer qui se présentent, donc une ou deux personnes qui potentiellement sont pas dans la bonne dynamique, comment est-ce que tu fais pour essayer de les accompagner au mieux quand ils sont dans ces conditions-là? Alors c'est un vaste sujet.
Dans cet exercice de record, pour moi, il y a vraiment trois piliers un peu de leadership et d'organisation. Le premier, et ça rejoint un peu ce que je te disais tout à l'heure sur la gestion de la peur, c'est cette partie de structure, de clarté, d'avoir un langage commun, des procédures, un cadre clair dans lequel chacun sait exactement ce qu'il a à faire. Chacun comprend le plan de A à Z, de comment on s'entraîne jusqu'à comment est-ce qu'on bat le record. Donc en fait, créer un cadre dans lequel chacun puisse identifier sa place, comprendre ce qu'il a à faire, découper un objectif en plusieurs petites étapes. Donc c'est vraiment tout un travail de structure et de clarté qui est la base de la confiance et de la réussite et surtout de la sécurité. Nous, dans le parachutisme en général et dans cet exercice-là des records en particulier, on est constamment confronté à deux types de risques. Tu as les risques qu'on ne peut pas se permettre de prendre, parce qu'ils pourraient littéralement tuer quelqu'un. Chez nous, ça va être les deux moments les plus dangereux, c'est l'approche et la séparation à la fin. Donc là, on a des trajectoires qui peuvent être longues, donc emmagasiner pas mal d'énergie, et le risque principal, là, serait une collision, qui pourrait littéralement tuer quelqu'un, si vraiment l'angle n'est pas bon. Donc il y a tout un tas de risques qu'on ne peut pas se permettre de prendre parce qu'ils mettent en danger les membres de l'équipe tout simplement. Et à côté de ça, il y a des risques qu'on est obligé de prendre et des erreurs qu'on est obligé d'encadrer si on veut performer, s'améliorer, innover, grossir, battre ces records, continuer à battre ces records-là. Et donc dans cette sorte de double risque, la structure, la clarté, elle vient vraiment adresser ce premier problème. Les risques qu'on ne peut pas se permettre de prendre, ils sont mitigués grâce à des règles, grâce à une structure, grâce à des process, des checklists, vraiment des choses très cadrées. À l'inverse, les risques qu'on est obligé de prendre, si on veut innover, les erreurs qu'on doit encadrer, ça va vraiment passer par une culture du feedback et de la sécurité psychologique qui font en sorte que les membres de l'équipe se sentent suffisamment entourés et soutenus pour ne pas forcément réussir du premier coup. Tu vois, je te disais, ces records, c'est souvent 2 années de préparation et ensuite on se retrouve pendant une semaine avec des gens qui viennent de partout dans le monde et pendant une semaine, on va faire 4 à 5 sauts par jour pendant 5 à 6 jours jusqu'à ce qu'on batte le record. Donc techniquement, c'est une série d'échecs qui, si tout finit bien, termine par un record. Parfois, ça marche pas. Et donc, ces erreurs-là, il faut réussir à les encadrer. Des gens qui vont ne pas réussir à construire sur tout un tas de sauts, la façon dont on va communiquer avec elles est super importante pour leur permettre de garder suffisamment confiance en eux pour pouvoir repartir sur la tentative suivante. Alors, la façon dont moi je traite ça, c'est vraiment une façon positive, humaine, humoristique parfois, mais aussi précise et juste de ces fameux feedbacks. C'est quelque chose qui est assez bien étudié en psychologie, je crois que ça s'appelle l'effet Pygmalion. C'est l'effet qu'a l'attitude d'une personne en position d'autorité, alors ça peut être un parent, un prof ou un manager ou un patron, l'effet que la façon de communiquer de cette personne va avoir sur la personne qui l'a sous sa responsabilité. Si tu passes ta journée à dire à quelqu'un que c'est un bon à rien, que tu crois pas en eux, qu'ils font de la merde, prophétie autoréalisatrice, leur performance, elle va pas être exceptionnelle. À l'inverse, quelqu'un à qui tu dis je pense que tu peux le faire. Et en plus, tu lui donnes des billes pour mieux faire. Parce que tu vois, nous, un feedback, quand on se pose d'un saut qui n'a pas marché, c'est pas juste leur dire je crois en toi, tu vas y arriver. C'est genre, vole 20 cm plus bas, viens prendre ton grip à ce moment-là, positionne ta main comme ça. Enfin, tu vois, là, je te donne des exemples aléatoires, mais c'est vraiment analyser précisément ce qui n'a pas fonctionné. Toi, en tant que leader, avec cette vue d'ensemble et l'expérience et la compétence que tu as, donner les billes à la personne pour mieux faire la prochaine fois. Et nous, sauf si c'est vraiment une question de sécurité ou que la personne, très clairement, psychologiquement, elle s'est effondrée et que tu sais qu'elle va pas réussir à se remobiliser avant le prochain, et ben tu les rembarques en leur donnant les clés suffisamment précises pour faire mieux la prochaine fois. Donc ça, c'est super important. Et on est aussi dans un univers qui a besoin d'une culture du speak-up assez forte. Tu vois, que quelqu'un se sente suffisamment safe pour pouvoir faire remonter une problématique, un truc potentiellement dangereux, ou proposer une idée, c'est super important pour nous. Donc ça se décrète, mais ça se vit aussi. Tu vois, moi je commence sur ces événements-là, généralement je vais avoir une équipe de leadership avec moi de 6 à 8 personnes. En début de semaine, je vais leur dire, si vous avez quelque chose à me faire remonter, je vous encourage à le faire. Si vous avez des propositions à me faire, je vous encourage à le faire. Je vous promets pas que j'appliquerai tout ce que vous me proposerez,
Par contre, je vous promets de vous écouter, de le considérer et que si jamais je décide de pas l'appliquer, de vous expliquer pourquoi. Parce que si je décide de pas le faire, j'aurai une raison et je vous la donnerai. Tu peux pas avoir 15 chefs. Mais un chef qui écoute, qui prend en compte, c'est souvent une équipe qui va performer de façon beaucoup plus efficace que si tu es vraiment sur ta ligne hiérarchique et que tu n'écoutes personne, quoi. Et puis, ce qui finalement donne de la cohésion à tout ça, ce qui est un peu la secret sauce de notre truc, c'est ce sentiment d'appartenance, cette fierté d'appartenance et cette envie d'être ensemble. Alors le parachutisme, c'est un sport qui est assez niche, donc c'est une communauté qui est déjà à la base très soudée. En plus de ça, nous sur les records, depuis quelques années, on essaie toujours d'ajouter une dimension de sens, de symbole à ce qu'on fait, et ça nous permet vraiment, quand les choses deviennent compliquées, de s'accrocher à quelque chose. À quelque chose qui dépasse ta motivation simplement individuelle. Parce que dans un exercice collectif, ta motivation individuelle, évidemment, elle est importante. Sans ça, tu fais rien. Chez nous, c'est l'envie de faire partie d'une communauté, d'avoir un titre prestigieux, une ligne prestigieuse sur son CV par mais ça suffit pas quand l'exercice il est collectif. Et c'est la même chose en entreprise. Donc, ce qui est important, c'est d'aller identifier quelque chose qui va pouvoir sincèrement permettre à l'équipe de se rallier autour d'un truc. Et ça peut être plein de choses différentes. Ce qui marche pas, c'est de coller un truc marketing, tu vois, 3 mots, 3 valeurs qui correspondent à rien et à personne. Ça, c'est bullshit et ça marche pas. Mais moi, dans notre environnement, ça a été un record féminin où on célébrait l'amendement 19 qui a donné le droit de vote aux femmes, un record de France où là, c'était plutôt une série d'adversités traversées ensemble. Voilà, quel que soit l'objet, avoir quelque chose autour duquel une équipe peut se rassembler sincèrement, c'est ce qui donne cette cohérence et c'est ce qui donne la capacité de continuer à faire des choses difficiles sur la durée. Ok. Un point sur lequel j'aimerais rebondir, 2 points sur lesquels j'aimerais rebondir. Donc tu mentionnais l'effet Pygmalion tout à l'heure, tu parlais de sécurité psychologique. À quel point est-ce que tu t'autorises à te montrer vulnérable, à essayer d'être un peu dans la preuve par l'exemple? Parce que c'est une chose que d'inviter les gens qui font partie du projet à dire « Sentez-vous à l'aise avec le fait de me faire vos feedbacks, partager vos idées. Je garantis pas que je les prendrai en considération. Si c'est pas le cas, je vous expliquerai pourquoi. » Là, je trouve ça bien. Tu poses un cadre qui est clair, l'intention elle est affichée, les gens ils s'en saisissent ou pas, mais au moins tu t'as ouvert une porte. Mais là, c'est plus mon expérience de chef d'entreprise qui parle qu'autre chose. Mais le constat que j'ai fait moi, c'est que c'est pas toujours suffisant et que des fois, il faut en passer par incarner ou donner à voir la façon dont tu veux que les gens se comportent. Tu vois. Donc, si à un moment tu veux que les gens se sentent à l'aise et dans un climat de sécurité psychologique, et ça peut vouloir dire partager, je sais pas, leurs doutes, les peurs qu'ils peuvent avoir, quand l'estime de soi elle en prend un coup, etc. Est-ce que toi c'est des choses que tu t'autorises à faire dans ce contexte-là ou pas? Absolument. Et tu as raison, c'est un levier vraiment efficace. Alors, ça prend plusieurs formes. Le parachutisme, c'est un sport qui est très dépendant de la météo. Et donc, comme il fait pas toujours beau, on passe un certain nombre de temps au sol à se parler. Et généralement, quand on a des breaks météo, on appelle ça, on en profite pour faire de la prépa mentale ou pour aborder ce genre de sujet. Quelque chose qui vraiment impacte fort les équipes, c'est justement quand moi ou d'autres personnes du leadership vont partager alors déjà leur début dans cet exercice de la grande formation, parce qu'on a tous commencé et c'était dur et terrifiant pour tout le monde au début, mais aussi encore aujourd'hui. Et il n'y a pas si longtemps que ça, je partageais le fait que moi, en fait, avant chaque saut, j'ai cette flip. Et alors, c'est pas tout à fait la même, elle n'est pas de la même nature absolue. Pour moi, mon échec, c'est pas forcément, c'est pas tellement dans mon vol à moi, parce que moi, je me sens maintenant suffisamment expérimentée et solide. Je sais qu'il y a quand même peu de chances que je me rate sur mon vol. Mais par contre, ça peut être mon ingénierie de saut, ou ça peut être en fait d'avoir pas suffisamment bien préparé, ou que du coup l'ensemble échoue. Et en fait, c'est ma responsabilité à moi. Donc en fait, même si l'objet est un peu déplacé,
je sais pas si c'est pire, parce qu'en termes d'intensité, je pense que c'est fort chez tout le monde. Mais moi aussi, j'ai peur de décevoir, j'ai peur d'échouer. Et en fait, le fait de le dire, il y a plein de gens qui sont venus me voir après en me disant ça m'a fait tellement de bien d'entendre que en fait il y avait pas que moi avec ma flip interne, mais que toi aussi tu ressentais la même chose. En fait, ça dédramatise un peu le truc de savoir que, enfin tu vois, en anglais ils disent misery loves company. C'est quand t'aimes bien ne pas être tout seul dans ta galère, quoi. Et il y a un autre exercice qu'on fait de temps en temps. Qu'on appelle, tu excuseras mon langage, les fuck up round table. Donc des tours de table, des trucs qu'on a ratés. Et ça, c'est vraiment à la fois un exercice de vulnérabilité, mais aussi une tentative de shifter un peu notre culture vers une culture où justement on peut oser admettre ses erreurs. Non seulement comme dans l'aviation en général pour que tout le monde puisse en apprendre quelque chose. Ça, le milieu de l'aviation est quand même un exemple sur ces domaines-là, la capacité à analyser tous les accidents partout dans le monde. Il y a des bureaux d'études d'analyse des accidents qui décortiquent tout ça. Ça prend du temps, mais une fois que c'est fait, c'est partagé auprès de la communauté internationale. Il y a plein de milieux qui feraient bien de s'en inspirer. Il y a d'ailleurs un super bouquin qui s'appelle Black Box Thinking qui parle de ça. Et dans le parachutisme, on n'avait pas tellement tendance à être dans cette culture-là, hein. Les règles d'accident, ils sont pas forcément très bien partagés. Et on s'est rendu, en tout cas moi, dans le milieu du free fly, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens, surtout en position de leadership, qui quand ils faisaient des erreurs, mais qui s'en sortaient bien, parce que des fois tu fais des conneries puis t'as de la chance, et c'était un peu balayé sous le tapis, et puis j'espère que personne n'a vu, et continuons, quoi. Faudrait pas que mon ego ou que mon business en prenne un coup. Et alors c'est humain, hein, comme réaction, on a tous un peu cet instinct de pas vouloir que les autres nous voient faire de la merde, mais dans un contexte potentiellement dangereux comme celui-là, c'est pas une bonne idée, parce que on peut vraiment apprendre des erreurs les uns des autres, et si mon erreur elle peut permettre de faire en sorte que toi tu ne la feras pas, c'est quand même une bonne idée de la partager. Donc ces tours de table des erreurs, ils permettent à la fois de partager des bonnes pratiques, de dire regardez cette histoire-là, il m'est arrivé ça, j'ai fait ce choix-là, la conséquence ça a été ça, blessure, grosse flip, bref. Si vous êtes dans cette situation-là, ne reproduisez pas mon erreur. Mais ça permet aussi, et du coup je recoupe sur ce dont on se parlait de l'exemplarité un peu, et de ne pas juste déclarer des choses, mais de les vivre. C'est que quand toi tu fais ça, et dans ces tours de table, c'est toujours moi ou les autres personnes en position de leadership qui commencent, quand toi tu es capable de le faire, les autres ils vont se sentir libérés et capables de le faire aussi. Si tu le décrètes mais que toi tu partages jamais rien, genre t'es invulnérable et t'as jamais fait aucune erreur, bon, sauf si t'es un robot, il y a quand même peu de chance, en fait tu vas pas inciter, c'est un vœu pieux, les autres ils vont pas se mettre à le faire non plus. Donc moi je suis vraiment très convaincue du leadership par l'exemple, de la nécessité de l'exemplarité, à la fois dans sa connotation de démonstration, mais aussi de vertu, et de se tenir soi-même à un standard élevé de pratique, parce que par capillarité, l'attitude du chef, elle se reproduit sur ses équipes. Je suis complètement d'accord avec toi, mais pour que ça soit possible, c'est que je pense qu'il faut aussi être en capacité de faire évoluer un peu sa définition du leadership, ou le rôle qu'a véritablement un leader en fait dans une organisation. Je suis pas chef d'entreprise depuis très longtemps, mais la conclusion à laquelle je suis arrivé, c'est que une bonne partie de la responsabilité du leader, et ce sera sans doute pas exhaustif, c'est définir la vision, la destination, qu'est-ce qu'on cherche à faire, potentiellement essayer de lui donner du sens aussi à cette vision, comme tu le disais très justement tout à l'heure. Comment est-ce que je fais pour que la mobilisation, qu'elle soit individuelle ou collective, elle vienne servir à un objectif qui dépasse juste les individus qui le composent. Ce qui est pas toujours facile à faire aussi, parce que c'est très lié à la nature de ce que tu fais, et au sens et aux choses que tu arrives à lui raccrocher. Donc moi, je trouve que les exemples que tu as donnés étaient hyper parlants, donc merci pour ça. Et ce que ça implique aussi pour moi, c'est que la responsabilité du leader, c'est de créer, et c'est peut-être même d'ailleurs, je dirais en premier, c'est où est-ce qu'on va, et en deuxième, c'est comment on y va, mais pas dans le sens, voilà le plan étape par étape, plus créer les conditions du succès, et ça veut pas dire avoir toutes les réponses. Et je pense que c'est un peu l'amalgame que font les gens, et c'est celui que moi j'ai fait il y a quelques années, quand j'étais un peu plus jeune, où j'avais le sentiment que
comme je considérais que tout était de ma responsabilité, j'avais l'impression que c'était à moi d'avoir toutes les réponses. Ouais. Or, c'est pas le cas et c'est même pas forcément toujours très productif Ouais. parce que il y a souvent des gens qui savent mieux que moi parce que dans le cadre d'une entreprise, par exemple, plus proche du terrain et donc plus à même que moi d'évaluer la pertinence de telle ou telle décision ou ses conséquences potentielles. Et puis, j'ai pas le monopole des bonnes idées, hein. Il y a plein de gens qui sont pas forcément à la tête d'une entreprise qui sont aussi en capacité d'apporter plein de bonnes idées pour faire évoluer les choses dans le bon sens. Ouais. Mais du coup, c'est vrai que ça demande d'avoir une définition du leadership qui est peut-être un petit peu moins strict, un peu plus ouvert. Je vais pas dire malléable parce que je suis pas sûr que ce soit le bon mot. La contrepartie de ça, c'est qu'il faut aussi que les gens qui font partie de l'organisation acceptent ça de la part de leur leader. Tu vois, moi, ce que j'ai constaté aussi, et parce que c'est des retours que j'ai déjà eu, tu vois, quand j'essayais d'être dans des logiques de co-construction, donc de mobiliser le collectif pour essayer de trouver des problèmes à des solutions, bah, il y a des gens qui m'ont dit, mais ça, Thomas, c'est ton travail. Je sais pas, Ouais. ça se discute. Moi, je donne une direction, je mets des moyens en œuvre, j'apporte mes idées, mais j'estime que enfin, je trouve que c'est important pour vous aussi d'être en capacité de contribuer à l'élaboration du plan d'action si je veux que vous vous sentiez investi dans la démarche, quoi. Ouais. Donc voilà, ça après c'est aussi le rapport que chacun entretient au leadership, c'est ça que ça vient questionner aussi, mais Ouais. Et je au sais pas ce que tu en followership. penses de cette idée, Mhm. hein? Et au followership, un autre Ouais, joli mot. ouais, ouais, Euh, exactement. je pense que les gens sont de nature différente aussi. Tout le monde n'est pas, tout le monde est pas câblé pareil, câblé dans le sens, a pas les mêmes envies, a pas les mêmes perspectives, a pas les mêmes ambitions. Et qu'il y a certaines personnes qui vont être hyper intéressées, flattées, motivées par de la co-construction, et puis des gens qui ont pas envie de se prendre la tête avec ça parce que leur énergie créatrice, elle est dans autre chose, Mm. et, et, et qu'il faut respecter ça aussi parce que forcer quelqu'un qui a pas envie à co-construire, ça va pas servir à grand chose et ça va le frustrer. Ne pas offrir cette possibilité-là à quelqu'un qui en a l'envie et la motivation, ça va le frustrer aussi. Et donc là, il y a une partie recrutement, de quoi tu as envie dans ton équipe, et une fois que tu as l'équipe qui est là, qui a quel type de profil et comment est-ce qu'on fait marcher tout ça ensemble. Je pense qu'il n'y a pas de... Je crois pas qu'il y ait de règle absolue sur ça, Mm. mais que c'est voilà, une bonne petite dose d'intelligence émotionnelle et situationnelle et de savoir lire un peu qui t'es en face de toi et comment tu peux les utiliser dans le bon sens du terme, Mm. et comment tu peux mettre à profit leur personnalité, leurs envies, leur profil. C'est ça qui est fascinant dans l'organisation d'êtres humains, hein, quand tu essaies à partir de quelques personnes qui essaient de faire un truc ensemble, c'est que tu sois 10, 100, 200 ou des milliers, c'est des défis qui sont passionnants et moi c'est ça qui m'éclate en fait autant aujourd'hui dans mon job dans le parachutisme, c'est ce défi humain là en fait. Avoir un record du monde de plus, en toute honnêteté je m'en fiche un petit peu. Par contre, embarquer de plus en plus de gens avec moi dans cette aventure, permettre à d'autres de vivre ça, tu vois, cette expérience du haut niveau qui demande quand même un petit peu moins d'engagement que la compétition, les Mm. championnats du monde où là, il faut vraiment faire que ça. Tu peux pas vraiment avoir un autre métier à côté. Les records du monde, tu peux avoir une vie à côté et puis quand même t'investir à fond sur ça et participer. Et donc les défis que ça me pose et devoir se réinventer. En plus, on est de plus en plus nombreux, donc on a cette notion de croissance qui fait que forcément les problématiques évoluent. Ouais. Bah ça, c'est un défi intellectuel, humain, émotionnel qui est génial. Et je crois que c'est pour ça que je le fais depuis longtemps et que j'ai pas du tout l'intention d'arrêter parce que vraiment, je trouve ça génial. Je reviens juste une toute petite minute sur la question du risque dont tu parlais tout à l'heure. Mhm. Tu as mentionné ce qu'on peut pas se permettre de prendre et ce qu'on doit potentiellement prendre et comment est-ce qu'on fait pour gérer ces deux natures de risques différentes. Il y a une autre distinction sur laquelle j'aimerais bien avoir pardon, ton opinion ou ton point de vue, c'est la différence entre le risque perçu et le risque, on va dire, réel. Mhm. Là-dessus, je reviens aussi sur ce que tu évoquais tout à l'heure, sur la citation que tu as partagée où tu disais, en gros, tu résous pas la peur en réfléchissant, la peur se noie dans l'action, si j'essaie Ouais. de résumer un petit peu. Et moi, l'hypothèse que j'aimais, c'est que la peur, son siège, il est plutôt
la partie limbique du cerveau, quelque chose de très primaire, de très émotionnel, versus ton raisonnement qui se situe plutôt là. Et donc en fait, c'est deux parties différentes de ton cerveau qui essayent de se parler, mais qui parlent pas toujours le même langage. Donc des fois, c'est pas toujours évident de les faire se rencontrer. Mais sur cette distinction risque réel, risque perçu, est-ce que c'est des natures de sujets sur lesquels tu as été amené à travailler? Et si oui, comment? Écoute, pas tellement. C'est des Ok. choses qui sont plus empiriques que réfléchies chez moi, j'imagine. Euh, le risque perçu, il évolue parce que ta perception évolue, ta compréhension, ta connaissance évolue, qui diminue en fait le risque perçu avec l'expérience. Et puis surtout, il se précise et il devient ouais, plus fin et plus juste. Parce que les peurs que tu as au début, elles sont irrationnelles. Les peurs que tu peux avoir plus tard, elles sont plus concrètes, liées à de l'expérience. Et elles sont moindres, mais elles sont plus justes. Euh, les risques réels, tu les connais quand tu fais du parachutisme. Et c'est ce qui te permet de les réduire au maximum. Tu vois, moi, dans ma pratique aujourd'hui, il y a certaines choses que je fais, certaines choses que je ne fais pas, parce que je connais le risque réel de toutes ces différentes pratiques. Donc, Mm. moi, alors, tu vois, pour un néophyte, ça, tout se ressemble un petit peu, mais en fait, tu as une vraie gradation dans le risque, dans la pratique du para. Et moi, je suis vraiment du côté euh, pépère de l'affaire. Euh, depuis que j'ai eu un bébé il y a quelques mois et on me demande souvent si ça change ma perception du risque et en tout cas ma perception de la pratique et mon envie de pratique du parachutisme. Et la réponse jusqu'à présent est non parce que je suis déjà, pour moi, dans une partie vraiment très acceptable et très basse du risque. Tu vois, en fonction des disciplines que tu vas pratiquer, du type de matériel que tu vas utiliser, du type de posée que tu vas faire. Euh, eh ben, il y a des choses qui sont, enfin, tu vois, les statistiques, les accidents, ils arrivent plutôt sur tel ou tel type de profil, dans tel ou tel type d'activité, avec tel ou tel type de matos. Et donc, tu peux choisir d'être plutôt du côté proche du zéro ou proche de la cause Mm. principale des accidents, quoi. Et moi, je suis plutôt dans une prise de risque vraiment basse sur cette activité-là. Donc, mon risque perçu, euh, il est assez proche en fait de mon risque réel parce que maintenant j'ai 25 ans de pratique derrière moi et donc c'est deux choses qui peuvent être très différentes au départ. Plus tu as d'expérience, plus elles vont se rapprocher et donc plus tes Mm. décisions elles vont être rationnelles et collées à une réalité. Alors qu'au début, tu vois des gens qui me disent moi je sauterai jamais parce que j'ai peur. Euh, c'est pas forcément rationnel, mais c'est tout à fait légitime. Tu vois, t'es pas Mm. non plus Ouais. obligé de te faire violence et de faire un truc que t'as pas du tout envie de faire. Euh, et, et encore une fois, le risque zéro n'existe pas. Et là, on a eu malheureusement une absolue tragédie il y a 15 jours où il y a un avion rempli de tandem qui s'est écrasé à Nancy et 5 personnes qui venaient faire un baptême sont décédées dans ce crash-là. Tu vois, donc moi c'est vrai Mm. que quand j'ai le discours de le parachutisme c'est pas très dangereux, c'est une réalité statistique, ben, ça fait une belle jambe aux familles des 5 personnes qui viennent de décéder à Nancy, tu vois. Donc c'est cette peur, qu'on la considère rationnelle ou pas, qu'elle ait un ancrage statistique concret ou pas, ça reste quelque chose qui est légitime parce que c'est pas basé sur absolument du rien. Et c'est à toi Mm. de décider où est-ce que tu veux placer ton curseur. J'en reviens à ça. Et tu vois, moi, ma perception du risque, cette échelle un peu où tu placerais ton curseur, tu as d'un côté euh, une vie que tu essayes de faire tendre le plus possible vers le risque zéro, où tu prends donc le moins de risques possible. Pour moi, c'est le risque d'arriver à la fin de ta vie avec plein de regrets en te disant que t'as pas suffisamment vécu, t'as pas vécu comme t'aurais aimé, t'as pas découvert tout ce que t'aurais pu découvrir, t'as vécu en dessous, en deçà de ce que t'aurais pu faire. Et puis de l'autre côté, t'as une vie où tu prends tous les risques possibles et inimaginables et puis tu meurs à 25 ans. Euh, Mm. et bon, ça c'est deux extrêmes. Il y a peu de gens qui sont dans ce cas ou dans l'autre. On se situe tous quelque part sur cette ligne-là. Et c'est voilà, être entre trop et trop peu, mourir trop vite ou mourir à petit feu, quoi. En gros, c'était deux extrêmes de ta ligne. Et où est-ce que tu places ça? Je pense que c'est quelque chose qui est éminemment personnel. On n'a pas tous la même appétence au risque et à l'intensité. On n'a pas tous la même conception de ce qu'est une vie réussie.
Et tant mieux, et c'est complètement OK. Je pense que ce qui est important, c'est de se poser cette question en conscience et pas de traverser une vie en se la posant jamais et en arrivant plein de regrets à la fin ou en prenant n'importe quel risque inconsidéré et mourir trop tôt alors qu'on aurait pu avoir une vie beaucoup plus riche, beaucoup plus dense, beaucoup plus complète, quoi. Donc on fait tous ce qu'on peut par rapport à ça. Non, c'est hyper intéressant. J'aime bien cette idée du curseur. Deux choses que j'aime bien dans ce que tu viens de dire. La première, c'est l'idée selon laquelle le risque, enfin la perception du risque, elle se calibre en fonction de l'expérience aussi, tu vois. C'est un peu comme si tu avais deux courbes qui tendent à se rapprocher. Tu vois, tu pourrais faire t'as risque perçu et tu pourrais avoir l'expérience et puis t'as deux courbes qui se rapprochent au fil du temps, au fil de l'expérience accumulée. Et j'aime bien cette image parce que encore une fois, ça va dans le sens de passe à l'action et c'est le passage à l'action qui va t'aider justement à travailler sur ton rapport à la peur, au risque, etc. Et en avoir une version plus juste et plus réelle. Exactement. Ensuite, ça me permet, les sujets que tu viens d'évoquer me permettent d'aborder aussi un point que je voulais évoquer avec toi. On en a parlé brièvement tout à l'heure, mais c'est parce qu'à travers ce que tu dis là, j'entends aussi une notion un peu d'alignement, tu vois, tu l'as mentionné tout à l'heure en disant te force pas à faire des trucs que t'as pas envie de faire. Tu l'as un peu plus explicité quand tu évoquais cette notion de, il y a on va dire un continuum et puis après c'est à toi de choisir où tu décides de placer le curseur sur cette ligne un peu continue de je prends tous les risques, j'en prends aucun. Et ce qui me plaît bien dans les parcours comme le tien, c'est aussi cette capacité à, parfois par nécessité aussi, mais à se réinventer et donc à reprendre des risques, refaire des sauts dans le vide entre guillemets ou dans l'inconnu pour tirer le fil ou filer la métaphore, je sais pas comment le dire, mais je serais curieux d'en échanger un peu avec toi parce que quand je faisais un petit peu mes recherches sur ton parcours, déjà le fait de se dire je vais aller essayer de vivre du parachutisme, c'était un premier risque que tu as pris parce que t'as quand même été, tu vois, t'as fait un cursus, t'as fait des études, t'as été au bout de ton cursus, t'avais des diplômes, t'aurais pu choisir la sécurité et te dire je vais trouver un métier, ça va rester un loisir, une pratique passion que je vais faire. Là tu t'es dit non, j'ai envie de tenter le coup, j'ai envie de me donner une chance, j'ai envie de voir ce que ça peut donner. Puis après quelques années plus tard, tu te rentres dans une nouvelle phase de transition et tu te lances dans une nouvelle activité qui est, je pense, loin d'être évidente, qui est celle de conférencière. Alors, je sais que tu fais pas que ça, mais c'est quand même, tu le disais tout à l'heure en préambule, ce qui t'occupe beaucoup aujourd'hui. Et donc, encore une fois, une multiplication, entre guillemets, de moments où tu t'es dit, je prends le risque, je passe à l'action, je saute dans le vide. Et donc, curieux de savoir aussi comment est-ce que tu as appréhendé ou tu as abordé ces différentes périodes de transition. Peut-être la plus récente, pour rester un peu dans j'ai combien de temps de ton parcours. Oh là, le temps que tu veux. Le temps que tu veux. Ouais, ce premier saut dans le vide en choisissant le parachutisme professionnellement à la fin de mes études, c'était au début un pari où je me disais que j'allais tenter 1 an ou 2 et puis qu'après je retournerais faire un vrai métier si jamais ça marchait pas. Et puis finalement ça s'est très bien passé et j'y suis restée beaucoup plus longtemps que prévu et j'y suis toujours d'ailleurs. Mmh. Je pense qu'à ce moment-là il y avait il y avait une très forte envie, vraiment un désir, tu vois, d'appartenance, d'un mode de vie qui m'attirait, d'une communauté que j'avais envie d'intégrer. Donc l'envie a été plus forte que la peur à ce moment-là. Et par contre, alors il y a eu un petit passage entre ça et la conférence. J'ai cofondé avec quelques associés une soufflerie, un centre de parachutisme indoor. Tu sais, c'est les tubes en plexi avec le ventilateur. On a monté ça à l'entrée du Futuroscope. Donc ça a été un peu mes premiers pas dans l'entrepreneuriat et le premier risque financier finalement que j'ai pris, tu vois, de mettre toutes mes économies de l'époque dans ce projet-là. J'ai quand même une tendance moi à l'optimisme. Donc tu vois, je me dis ouais, j'y vais, ça va le faire. Des fois, ça marche pas, mais bon, là, en l'occurrence, la soufflerie tourne toujours et on espère que ça va bien marcher. Et puis ensuite, la conférence, il y avait aussi un petit aspect de nécessité fait loi parce que j'ai commencé de façon un peu presque par hasard parce que
dans ma communauté para, dans les gens qui participent au record que j'organise, t'as des gens qui ont des postes à responsabilité dans des grosses boîtes. Et j'ai notamment un ami à moi qui travaille dans une grande marque de luxe française, qui à l'issue d'un record m'a dit: Putain, c'était une leçon de leadership là, ce que tu viens de faire. Est-ce que tu viendrais pas nous raconter ça en codir? Donc moi j'ai tendance à dire oui d'abord et à réfléchir après à comment je vais faire. Donc c'est un peu comme ça que ça s'est passé. Donc j'ai fait mes premiers pas, voilà, un peu de façon pas prévue, pas préméditée. Et c'est là que j'ai découvert que c'était un écosystème, que c'était un métier, qu'on pouvait en vivre. Et comme j'avais ce projet de devenir maman un jour, je me suis dit ce serait bien de trouver une autre façon de gagner ma vie que de sauter d'un avion, parce que de facto pendant un moment ça a pu être possible. Et c'est ce qui s'est passé, parce que j'ai fini par tomber enceinte, et donc pendant toute la grossesse et puis les quelques premiers mois après la naissance de ma fille, je pouvais pas sauter. Donc quand tu n'as gagné ta vie qu'avec le sport pendant presque 15 ans, il faut trouver un plan B, quoi. Et donc il y avait cette pression financière finalement, en plus de ces premières expériences qui s'étaient bien passées, qui m'avaient vraiment donné envie. Je trouvais que c'était vraiment, pour moi, c'était très intéressant de poser un regard rétrospectif sur des choses que j'avais faites de façon très empirique. Tu vois, moi, j'ai un master d'histoire, j'ai pas du tout de formation de management, ou j'ai jamais travaillé dans une grande entreprise, donc c'était un univers qui m'était quand même très étranger au début. Donc j'ai dû vraiment faire mes devoirs et comprendre et analyser grâce à des coups de fil et des entretiens vraiment les problématiques des équipes dans un contexte corporate. Et j'avais pas vraiment le choix que d'échouer, parce qu'en fait, si ça marchait pas, je me retrouvais un peu sans rien, quoi. Donc c'était à la fois une motivation intellectuelle, c'était vraiment un travail intéressant, une motivation de contribution. Je me suis rendu compte que je pouvais vraiment apporter quelque chose qui pouvait débloquer des trucs, inspirer des gens, apporter des idées neuves, proposer un miroir, en fait, en racontant des histoires liées au record. Ça propose un miroir intéressant pour l'entreprise. Et puis il y avait le besoin de gagner ma vie, quoi. Et en fait toutes ces motivations-là combinées ont fait que la peur d'échouer, elle passe finalement au deuxième rang, parce que échouer n'est presque pas une option à ce moment-là. Après, je te dis ça, mais quand au bout d'un an et demi où j'ai vraiment, tu vois, j'ai investi tout ce qui me restait sur des formations, sur monter ma boîte, sur tout ce que tu investis quand tu montes une boîte, quoi, et qu'au bout d'un an et demi, ça avait quand même toujours pas commencé à décoller, j'ai eu quelques mois où je me suis dit, ouf, est-ce que j'ai pas fait une grosse connerie là, parce que j'ai plus d'économie et j'ai toujours pas vraiment un autre métier. Et puis, j'ai continué à cravacher, et puis voilà, les mois et les mois de boulot combinés à un peu de placement intelligent dans de la presse et dans des choses comme ça. Enfin bref, un faisceau, je vais pas te refaire tous les détails, mais ça s'est mis à bien marcher, et le bouche à oreille commençait à fonctionner, et maintenant ça marche vraiment super bien, je suis très très contente. Mais il y a eu un petit moment de ouf, est-ce que c'était la bonne décision? Et je suis toujours prudente quand je partage mon histoire, parce que moi, dans mon histoire perso, c'est pas forcément le cas dans les gens que j'ai aimés autour de moi, mais dans mon histoire perso, toutes les prises de risques, elles ont toujours été récompensées par quelque chose de positif. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi très bien étudié, qui s'appelle le biais du survivant, où tu regardes ceux qui ont réussi, tu décortiques toutes leurs actions et toutes leurs prises de risques, et tu dis, voilà, regardez, il faut prendre tous ces risques et faire tout ça, et vous allez y arriver. Sauf que des gens qui ont pris les mêmes risques, hein, ou qui ont fait les mêmes investissements, ou qui ont tenté de faire la même chose, tout le monde n'a pas forcément réussi. Donc, j'aime bien toujours évoquer ça quand même, parce que je trouve que c'est déjà plus honnête intellectuellement, et surtout, mon discours, c'est pas... je suis pas du tout dans un encouragement de la prise de risque à tout va. Je pense que c'est quand même très important de commencer par une petite analyse de ce qu'on peut se permettre de perdre. Et moi, je pense que j'ai eu, en plus de... je veux pas diminuer mon travail, j'ai vraiment beaucoup bossé, je m'investis, je fais vraiment tout ce que je peux pour que les choses fonctionnent. Mais c'est beaucoup plus facile d'être audacieux et de prendre des risques quand tu ne te dis pas que si ça rate, je perds tout. Je me retrouve à la rue, j'ai plus rien à manger.
Tu vois, moi j'ai des parents qui m'ont soutenue quand j'étais petite sans venir d'une famille richissime. Voilà, il n'y avait pas on n'était pas dans une précarité financière. Aujourd'hui, j'ai un mari, j'ai maintenant un bébé. Si jamais j'avais complètement foiré ma reconversion, ben il m'aurait pas rejeté à la rue. Donc j'ai quand même tu vois, des filets de sécurité qui font que c'est plus facile d'oser. Et j'ai toujours un peu de mal avec, tu vois traîner un peu sur les réseaux des incitations à plein de choses de gens qui sont là avec une cuillère dorée dans la bouche et pour qui c'est très facile de dire ça. Et je trouve pas ça très honnête parce que parfois tu donnes des conseils à des gens qui n'ont pas du tout les mêmes réalités que toi. Et donc je pense que cette capacité à sauter dans le vide, elle vient quand même d'un endroit de confiance. Et cette confiance-là, elle peut être soit psychologique, et encore une fois, en façon où tu as grandi, de ce qu'on t'a répété quand tu étais gamin, de comment on t'a aimé, de comment on s'est occupé de toi quand tu étais gamin, et ben, tu pars pas avec les mêmes potentiels de confiance en toi et de sécurité, en fait, tout simplement. Et donc ça peut être émotionnel, ça peut être financier, ça peut être ça peut être plein de choses. Mais donc je pense que c'est important de commencer par un petit état des lieux de quelles sont mes fondations, qu'est-ce qui est solide chez moi, qu'est-ce qui est fragile, qu'est-ce que je peux me permettre de perdre, qu'est-ce que je peux pas me permettre de perdre. Et à partir de ça, là tu commences à réfléchir à quel risque tu peux prendre et où est-ce que tu peux aller. Mais l'objectif c'est jamais de se mettre c'est ça qui est délicat dans ces discours-là, c'est la mise en danger. Elle commence où et elle peut aller jusqu'où. C'est encore une fois éminemment personnel. C'est pour ça que je pense que c'est très important que ça se passe en conscience et pas simplement bille en tête. On y va, on verra bien, quoi. Oui, si vous avez plein de filets de sécurité, peut-être pas si vous en avez aucun. Et s'il y a des gens qui une différence entre. Ouais, moi j'aurais tendance à dire qu'il y a une différence entre échouer et se mettre en danger, tu vois. Je pense qu'il y a une partie du problème qui vient du fait qu'on a tendance à mettre les deux dans le même panier, tu vois. Il y a l'échec et il y a les conséquences de l'échec et c'est deux choses différentes. Parce que l'échec, dans le meilleur des cas, c'est ton ego qui en a pris un coup et tu peux très vite choisir de le voir comme une source d'apprentissage. Mais parfois, il y a des natures d'échecs qui ont des conséquences qui, elles, peuvent être assez dramatiques. Et je suis assez d'accord avec toi. Donc, bon, le biais du survivant, j'en parle souvent. J'avais même écrit une newsletter sur le sujet parce que je pense que malheureusement, c'est un biais cognitif dont on est tous victimes, deux, qui est particulièrement encouragé par l'époque dans laquelle on vit parce que ça joue le jeu du sensationnalisme aussi. Hein, tu vois, c'est facile de prendre une exception statistique et d'en faire une généralité, etc. Et même quand tu parlais des injonctions ou des incitations qui ne prennent pas en considération le fait que la réalité des personnes qui vont t'écouter est sans doute très différente ou peut-être très différente de la tienne, je n'inclus pas ça n'inclut pas des choses que même toi t'es pas en capacité de conscientiser, qui sont potentiellement ta capacité, tes compétences, tu vois, c'est facile pour moi de dire mais putain les gars, c'est hyper simple, il suffit de faire ça, 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 mais ce qui est simple pour moi sera pas simple pour les autres, ce qui est facile pour moi sera pas facile pour les autres, et ça c'est un truc qui est complètement absent de l'équation parce que du coup ça implique un niveau de nuance dans le discours qui est déjà difficile à faire passer et deux qui forcément est beaucoup moins impactant qu'un truc, une citation Instagram plaquée en gros sur une vidéo aspirationnelle, tu vois. Donc malheureusement la nuance n'est pas dans l'air du temps, même si je pense que, et j'aime bien le mot que tu as utilisé, l'honnêteté intellectuelle le commande un peu et il faut qu'on essaie d'en faire preuve le plus. C'est pour ça qu'en ce moment je préfère écrire un livre que des posts Instagram, mais t'as sans doute bien raison. On peut beaucoup plus nuancer son propos en 200 pages qu'en 140 caractères. Je suis d'accord avec toi. Après sur Instagram, tu t'es pas obligé d'écrire qu'un post, donc voilà. Bien sûr. On va dire que c'est sur le volume que tu peux compenser ce problème. Moi j'aime bien l'exercice parce que ce que j'aime bien faire là-dessus, c'est une petite aparté, mais j'aime bien essayer de me dire comment est-ce que je condense le plus possible sans perdre la substance. Est-ce que j'arrive à condenser le truc, mais
quand je le relis, je me dis, ok, tout y est, tu vois. J'ai pas volontairement omis une partie de l'équation, Ouais. ou j'ai pas fait de raccourci, mais j'ai quand même essayé d'être le plus concis possible. Bref. Euh, tu as mentionné, t'as utilisé un mot, et j'aimerais bien qu'on termine là-dessus, si ça te va. T'as parlé d'audace. Mm. Et donc du coup, j'étais curieux de savoir comment est-ce que toi tu définis l'audace, quelle place ça occupe dans ta vie. On a beaucoup parlé de risque, de peur. C'est un peu, enfin, l'idée que je m'en fais. Déjà, est-ce que tu distingues courage et audace? Est-ce que c'est deux choses que tu mets sur des plans différents? Et du coup, c'est un peu le contrepoids de tout ce qu'on a évoqué dans une partie de notre discussion. Donc j'aimerais bien que tu me parles de voilà ta définition de l'audace, la place qu'elle prend dans ta vie, comment est-ce que tu la cultives potentiellement chez toi, chez Ouais. les autres. Alors, des définitions de l'audace, c'est marrant parce que c'est un mot dont la définition a beaucoup évolué. Tu vois, bon, moi, je suis quelqu'un qui aime bien lire et alors j'ai dans mes marottes un peu bizarres, je collectionne les très vieux dictionnaires. Donc j'ai Ok. une série de vieux dictionnaires qui remontent début 1800 jusqu'à nos jours. Ah oui. Et quand tu regardes l'évolution des définitions, c'est parfois, ça dit quelque chose sur ton époque. L'audace, c'est un mot qui était connoté très négativement il y a quelques centaines d'années, euh, avec une notion un peu de te défronter, d'être mal élevé, d'être téméraire. Enfin, c'était pas un mot très valorisé. Alors qu'aujourd'hui, c'est un mot beaucoup plus positif, presque un des mots à la mode. Tu vois, faire preuve d'audace aujourd'hui, c'est alors le courage, c'est le courage à l'origine est une vertu, et t'as le courage le courage personnel envers toi-même, et puis le courage dont tu fais preuve pour les autres. Euh, L'audace, c'est souvent quelque chose de plus personnel. C'est pas forcément quelque chose que tu vas faire pour aider quelqu'un d'autre, mais c'est plutôt prendre un risque et souvent le réussir. Euh, Quand on parle d'audace aujourd'hui, on parle un peu moins d'échec généralement. Moi, c'est quelque chose qui est assez constitutif de ma façon de faire, un peu intrinsèque. Euh, c'est comme un mode par défaut, l'audace chez moi. Mais j'essaye d'être audacieuse sans être téméraire, courageuse mais pas téméraire. C'est pour ça que ce socle de raison, ce travail plutôt préfrontal, pour moi, est la condition préalable de l'audace. Parce que l'audace sans réflexion euh, peut te tuer, au pire, ou te faire faire vraiment des conneries. Euh, c'est quelque chose que j'ai envie de continuer à cultiver. Pour moi, c'est quelque chose que j'aimerais cultiver chez ma fille. Tu vois, et pour moi, c'est lié à la curiosité aussi. C'est oser aller vers l'autre, l'autre quel qu'il soit, tu vois, d'un point de vue culturel, d'un point de vue genre, d'un point de vue social, d'un point de vue âge. Euh, euh, Petit aparté idiot, mais moi, un des trucs qui fait partie de ma vie, c'est le Burning Man. Et là, je reçois ce matin la newsletter du Burning Man, auquel je ne vais pas aller cette année parce que mon bébé a 9 mois. Mais, et t'avais le thème de la newsletter du jour, c'était Kidsville. Et t'as une section pour les enfants au Burning Man. Et donc, du coup, je Excellent. lisais ça en me disant, oh là là, j'ai trop hâte de l'emmener. Et un des trucs dont quelqu'un témoignait, c'était justement cette capacité. Enfin, les enfants, ils vont rencontrer une diversité très large de gens, d'expériences, d'œuvres d'art, bref. Euh, pour moi, ça fait partie de l'audace, cette capacité à aller vers l'autre, à activer ta curiosité, à agir sur ta curiosité, de ne pas être dans une curiosité purement intellectuelle et statique, mais d'être dans une curiosité de l'action où tu vas essayer des choses qui potentiellement te font peur, dépasser ta peur de l'inconnu, aller voir plus loin à quoi ça ressemble. Donc, j'aime la définition positive de l'audace. Je pense que c'est quelque chose qui contribue, en tout cas pour moi, à ma joie et à mon bonheur. Euh, et parce que c'est quelque chose qui est intéressant à envisager en négatif aussi. Si tu enlèves l'audace, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu ne fais plus? Qu'est-ce qu'il ne se passe Mm. plus? À quoi tu n'es plus confronté? Et parfois, ça suffit comme motivation. Tu vois, quand tu as peur de faire quelque chose, tu te dis, OK, mais du coup, si j'arrête complètement ce genre d'attitude, à quoi ressemble ma vie? Est-ce que c'est à ça que j'ai envie de... Est-ce que c'est comme ça que j'ai envie de vivre? Je trouve que c'est une perspective qui est pas inintéressante. Ouais, je suis d'accord avec toi. Euh,
Récemment, je me suis fait accompagner sur ce qu'on appelle la dépolarisation, que tu connais peut-être, qui est une technique, enfin c'est un outil qui est utilisé notamment dans le cadre de la préparation mentale, justement quand tu fais face à des blocages qui sont souvent corrélés à des émotions qui prennent beaucoup le pas. C'est réussir, je vais sans doute très mal le restituer, mais à essayer de faire changer tes perceptions et envisager une situation donnée d'un autre point de vue. Donc si je te donne un exemple concret, c'est voilà tout ce qui, si je fais ça et que ça se passe mal, voilà toutes les conséquences que ça pourrait avoir. Ok, si tu fais ça et que ça se passe mal, quelles sont les conséquences positives que ça pourrait avoir? Et en fait, tu vois, en faisant ça, quelque chose qui est perçu comme profondément négatif ou extrêmement négatif, tu essaies de le ramener un peu dans le positif pour revenir à une position plus neutre, qui est un peu moins chargée émotionnellement parlant. Et en ça, je trouve ça intéressant. Et donc, ce que tu évoquais là sur, ok, l'audace, si ça se passe bien, et si je le fais, voilà tout ce que ça peut avoir de positif. Et si je le fais pas, quelles sont les conséquences? C'est à ça que ça m'a fait penser. Ouais. Je trouvais ça intéressant. Et peut-être la dernière question que j'ai pour toi, parce que c'est une question avec laquelle je me bagarre, c'est très égoïste comme question et j'ai pas de problème à l'admettre. C'est une question avec laquelle je me bagarre beaucoup en ce moment. C'est ton rapport au lâcher prise. J'étais assez curieux quand on discutait là et par rapport à la nature de ce que tu fais, ce que tu faisais déjà. Enfin, t'es toujours impliqué dans le monde du parachutisme, mais ce que tu as fait pendant très longtemps dans ce contexte-là. Et au fond, je trouve que ça s'applique assez bien aussi à ton activité de conférencière aujourd'hui. Tu maîtrises la préparation, c'est-à-dire le temps que tu vas passer à répéter ton truc, à travailler sur l'écriture de ta conférence, à répéter chez toi, etc. Mais une fois sur place, un micro qui marche pas, un membre de l'audience qui est un peu récalcitrant, une question qui serait posée a posteriori qui est un peu embarrassante ou à laquelle t'as pas de réponse évidente. Enfin, tu vois, des choses qui peuvent mal se passer, entre guillemets, il y en a plein. Et pareil, dans le parachutisme, il y a tout le travail de préparation que tu fais, tu checkes toute ta procédure de sécurité, tu checkes ton équipement avant de te lancer, machin, etc. Mais une fois que t'es parti, il peut se passer un million de trucs. Ouais. Quel est est-ce que c'est quelque chose que t'as cultivé activement, avec lequel tu es à l'aise, qui te met encore en difficulté aujourd'hui? Si tu y arrives, donne-moi des clés, parce que c'est Comment quelque tu chose que fais? je... Comment tu fais? Parce que c'est quelque chose que j'essaye de cultiver, mais je vois bien que Ouais. j'ai beaucoup de résistance interne, donc je suis curieux d'avoir ton point de vue sur le Ouais, sujet. alors j'ai peur de te décevoir parce que moi c'est clairement quelque chose que je fais assez facilement et ça Ok. fait partie des choses. Il y a deux trois trucs comme ça. Moi aussi j'ai des questions qui me taraudent et ça fait partie des quelques trucs dont j'ai pas encore vraiment réussi à analyser les causes. Mm. Euh, je pense que ce premier saut a probablement un peu contribué à ça. Mais je sais pas si c'est complètement honnête de dire ça parce qu'en fait, avant 15 ans et de sauter, à 12 ans, j'ai fait de la plongée, à 5 ans, j'étais sur un canasson à aller le plus vite Mm. possible. Euh, je, je, je me demande s'il y a quand même pas une petite partie génétique dans cette histoire. Mm. Donc, c'est plus ou moins dans ta nature. Après, c'est comme tout, il y a une forme de Ouais. malléabilité. En fait, je J'essaie de pense me qu'il y a convaincre. Mais, il y a carrément une forme de malléabilité et je suis persuadée que, comme beaucoup de choses, la répétition est quand même ton ami. Donc, te mettre mm. dans des conditions de lâcher prise, plus tu vas le faire, moins ça va être difficile. Le parachutisme, c'est l'acte de lâcher prise ultime, c'est-à-dire c'est très littéral. T'es accroché à la porte de l'avion et à un moment donné, tu la lâches. Hop, et Mm. tu pars. Donc, tu dois littéralement lâcher prise. Mais c'est aussi très métaphorique et très intellectuel. Et ça, bah, je l'ai fait déjà 10 000 fois, donc c'est idiot, mais ça fait quand même un certain nombre de répétitions de lâcher un truc et de me dire Mm. ok, je pars. Mais c'est une capacité que j'ai dans beaucoup d'autres contextes en réalité. Mm. Je m'adapte hyper vite. Si les situations changent, je réagis rapidement. Donc j'ai plutôt une bonne capacité à faire ça. Mais malheureusement, à part la notion de répétition, j'ai pas forcément une analyse encore très juste, je pense, de ce qui fait dans mon histoire et dans ma personnalité que j'ai plutôt cette tendance-là. Euh, et puis j'ai aussi ce biais que autour de moi, la plupart, 99% des gens qui sont proches de moi sont des parachutistes, donc ont forcément deux, trois trucs un peu en commun, dont cette capacité à lâcher prise. Euh, donc je suis biaisée aussi un peu par ça et par mon environnement. En tout cas, ce dont je suis sûre, c'est que ça vaut le coup de le travailler.
Je suis persuadée que c'est un vecteur de bien-être mental, de santé mentale, quel que soit le domaine, parce que ça peut être, là je parle d'un contexte sportif, un contexte professionnel, mais en fait un contexte relationnel aussi, un contexte psychologique. Il y a plein d'avenues dans lesquelles c'est quand même une compétence ou une capacité qui, qui t'allège la vie, qui rend la vie plus légère. Et je pense que la vie a besoin de gravité et de sérieux, mais elle a aussi besoin de légèreté. Et quand on est capable d'améliorer un petit peu ça pour soi, c'est chouette. Bah, tu vois, c'est exactement ce qui me motive à continuer à essayer de faire ce travail parce que c'est un peu je me livre, hein, c'est mon quart d'heure. On parlait de vulnérabilité tout à l'heure, Ouais, donc allons-y franchement. Ça, vas-y. c'est un peu le sentiment que j'ai aussi. C'est ce qui m'a motivé en tout cas à creuser ce sujet-là. Et je pense que le fait que la question me soit venue est pas anodine et je pense qu'elle est c'est assez logique étant donné la nature des réflexions que j'ai depuis quelques temps maintenant et où je trouve que les mots que tu as employés décrivent assez bien ce que j'imagine, en tout cas les bénéfices que j'imagine que le lâcher prise peut apporter, puisqu'à contrario, ce que j'éprouve moi, c'est justement beaucoup de lourdeur, tu vois, beaucoup de gravité, avoir le sentiment que mon quotidien manque un peu de légèreté. Et une des hypothèses que j'aimais, c'est aussi que j'ai fait beaucoup de choses ces dernières années toujours avec beaucoup de conviction, mais plus parce que ça faisait sens, plus que parce que ça m'enthousiasmait, tu vois. Mm. Et je pense qu'il y a un truc tu t'en as parlé tout à l'heure, hein, mais cette capacité aussi à suivre son envie, sa joie, son enthousiasme, je pense que c'est quelque chose que j'ai, pour une raison qui m'échappe, arrêté d'écouter il y a quelques années. Et j'ai du mal à renouer avec ça. Et donc, du coup, je pense que ça explique en partie le sentiment que je peux avoir sur certains aspects de ma vie aujourd'hui, d'avoir le sentiment de me dire, j'ai respecté les règles, hein, je fais ce qu'il faut. De l'extérieur, ça coche toutes les cases, le mec est carré, machin, etc. Feeling intérieur, un peu moins. Je suis pas je suis très heureux. J'ai une vie qui m'apporte énormément de choses il y a plein de domaines de ma vie où je me sens très épanoui, mais tu vois, ce sentiment un peu de me dire, ah, ça manque un peu de légèreté. Bien Et sauté, l'hypothèse que j'ai, ouais, il faut peut-être que j'en passe par là, ouais. Peut-être que je vais je faire te ça. jure. Ce sera une première expérience. Tu sais, Ouais. c'est le parachutisme et à ce que tu décris un peu ce que les psychédéliques peuvent être à la méditation, quoi. Tu peux y arriver Ok, en version longue, mais ok, tu peux aussi y arriver en version ok, rapide. ok. Ouais, je garde l'idée dans un coin de la tête. J'ai une petite forme d'appréhension, donc c'est très bien aussi. C'est un signal intéressant de se dire, tiens, ça peut valoir le coup d'aller l'explorer. Et puis, comme tu l'as dit, si je le fais, a posteriori, je serai content de l'avoir fait. Et ne serait-ce que Il y pour a des vivre chances. cette bascule, comme tu le disais, Ouais. la peur, la joie et tout, je pense que ça peut être intéressant. Domiti, tu as été très généreuse avec ton temps. Je sais que il y a ta petite fille qui t'attend, donc je vais pas abuser plus de ton temps. Merci beaucoup pour cet échange qui Merci, était, c'était comme je super. m'y attendais, riche et extrêmement qualitatif. J'espère avoir la chance de te voir en conférence un jour. J'ai hâte de lire ton livre parce que je suis à peu près sûr qu'il va être je suis pas à peu près sûr, je suis sûr qu'il sera très Tu très vois, ça me intéressant terrorise. À finir de et que l'écrire et tout, de le publier et tout, là, je me fais dessus, j'ai trop peur, c'est génial. mais c'est parfait. C'est encore une fois, c'est un bon signal, Ouais. mais si je me fie à ce qu'on s'est dit aujourd'hui, je suis pas très inquiet sur la qualité de ce qui ressortira de ce travail-là. En tout cas, j'ai hâte de le lire et encore merci. Merci beaucoup, Thomas.